Nous arrivons à la mise en œuvre, à la partie un petit peu plus concrète là, de mise en œuvre et de présentation du C2RL. Le modérateur de cette étape de notre journée est le docteur Guillaume Verger. Le docteur Guillaume Verger est le chef du pôle de territoire, donc qui comprend à la fois les filières de soins aigus, la filière de réhabilitation. Et donc il est là avec nous. Il prendra le micro aussi pour veiller au bon ordre des choses et surtout veiller sur le temps. Et je passe maintenant la parole au docteur David Fontanier, le docteur David Fontanier qui est le responsable de la filière réhabilitation et qui va intervenir aussi avec l'équipe du C2RL, l'équipe du C2RL que vous rencontrerez donc, car l'objectif c'est bien ça, c'est que vous rencontriez et connaissez l'équipe du C2RL et qu'elle vous connaisse. David. Bien, bonjour à tous, particulièrement ceux que je n'ai pas salués directement. Merci d'avoir fait le chemin pour venir nous rencontrer sur ce premier colloque. Je vais faire une présentation générale assez brève qui va débuter par 2 remerciements. Le premier à l'adresse de l'ARS qui nous a fait confiance et deuxièmement évidemment au professeur Nicolas Franck qui nous fait confiance aussi et qui tous les deux nous oblige à avancer, de remplir cette future mission de centre référent. Alors, une présentation générale sous forme de 4 questions. La première, quel est notre engagement? Donc notre engagement, l'engagement que nous prenons, c'est de mettre les moyens pour construire ensemble la réhabilitation psychosociale sur les 7 départements, telle qu'elle vient d'être présentée. Et nous avons un rôle difficile, je reviendrai un petit peu dessus, de rendre opérationnels les concepts de la réhabilitation psychosociale sur tous les territoires. Après, que pouvons-nous attendre de la démarche commune? Donc, ce que nous pouvons attendre de la démarche commune, c'est la notion de réseau. Et en fait, grosso modo, il y a 2 réseaux que nous avons à développer et à mettre en œuvre. Un qui est sanitaro-sanitaire avec nos collègues des autres départements, des autres hôpitaux, pour harmoniser nos pratiques et développer ensemble une réflexion sur la structuration de l'offre de soins, tout en intégrant l'histoire et les organisations de chaque territoire, y compris évidemment leurs difficultés, leur fonctionnement, leurs manques, et je pense en particulier à la crise démographique médicale. Après, il y a un autre type de réseau qui est à développer, c'est de réussir à associer différents mondes qui jusqu'à présent ne se côtoyaient pas beaucoup, c'est le monde du sanitaire, du social et du médico-social, et on verra enfin comment nous pourrons construire ces parcours et travailler ensemble. Après, 3e question, quelle utilité pour les usagers? Évidemment, si nous sommes réunis là aujourd'hui pour ce premier colloque et aussi nombreux, c'est bien parce que nous sommes au service des usagers et que nous essayons de construire des outils, comme l'a dit largement le professeur Franck, qui sont utiles aux usagers et à leur vie. Donc, notre obligation est d'apporter les réponses aux questions que se posent les usagers et leurs familles concernant pas tant la maladie, comme vous l'avez évoqué, parce que la maladie, à la limite, on s'en fout, la belle affaire. J'ai une schizophrénie ou autre chose, qu'importe. Mais par contre, de répondre aux questions de la vie quotidienne, de la citoyenneté, du rétablissement, de la vie sociale, de la communication, etc. Tout ce que vous avez évoqué. De façon à pouvoir assurer, si possible, une vision espérante de l'avenir pour les patients que nous soignons. Nous avons aussi un autre objectif par rapport aux usagers, et pas des moindres. Il va être très difficile à tenir, c'est de relever le défi, c'est la même chose, de la réhabilitation pour tous. C'est-à-dire, pour tous, ça veut dire réussir à faire en sorte que nous ayons des filières de soins et d'accompagnement et de travail partagé qui permettent à toutes les personnes en situation de handicap psychique ou à risque de handicap psychique de pouvoir bénéficier de soins de réhabilitation. Et là, ça va demander un énorme travail de restructuration dans tous les territoires, de façon à pouvoir assurer ce flux et cet objectif.
Alors, quelle place dans les parcours? Le centre référent a une place intermédiaire entre le centre ressources qui vous a été présenté avec ses missions et l'opérationnalisation de terrain avec toutes ces contraintes, toutes les contraintes de la difficulté à transformer les pratiques, puisque là, donc, il y a la partie technique, comme l'a bien exposé le professeur Franck, mais il y a aussi une autre partie technique, qui n'est pas sur la technique de remédiation cognitive, mais qui est une partie technique qui concerne la remise en question de certaines postures professionnelles. Ça, déjà, ça va pas être facile. Deuxièmement, de pouvoir travailler ensemble, c'est-à-dire impulser l'acculturation. Donc l'acculturation se dit de groupes qui s'ignoraient et qui étaient de cultures différentes, et les mettre à travailler, à fonctionner ensemble, ce qui va modifier la culture propre de chaque groupe et modifier l'ensemble. Et donc, c'est par cet anglicisme supplémentaire qu'il y aura un angle d'attaque pour pouvoir réaliser les parcours entre des groupes de cultures différentes. Donc voilà globalement ce que je voulais dire. Une dernière chose aussi, par rapport à un aspect technique qui est présent dans la tête de chacun d'entre nous, mais qui est passé trop souvent sous silence, c'est la technique qui permettra le changement des pratiques. C'est-à-dire comment s'y prendre en termes de communication et de management pour pouvoir réussir justement ces parcours et établir la réhabilitation psychosociale partout. C'est un enjeu qui nous préoccupe, vous en doutez bien, puisque ça va faire partie de notre travail quotidien. Maintenant, donc, nous allons passer aux différentes missions du centre référent et nous allons commencer par les missions de soins avec le docteur André Miguet, à qui je passe la parole. Bonjour, je vais vous présenter donc le parcours de soins au niveau du centre référent de réhabilitation de Limoges. Je remercie d'abord au professeur Franck parce que votre présentation m'a fait la mienne un peu moins abstraite. Donc, le parcours de soins commence par une évaluation pluridisciplinaire afin de pouvoir établir un plan de soins individualisé avec des objectifs très concrets pour chaque personne en fonction de ses attentes et de ses besoins. Cette évaluation pluridisciplinaire s'étale sur une durée de approximative 2 semaines et comprend un bilan fonctionnel qui est construit à partir des éléments rapportés par la personne et qui sont objectivés par la passation des différentes échelles comme le bilan de vie quotidienne ou la GMAP. Il s'ajoute un bilan neuropsychologique qui recueille déjà la plante neurocognitive de la personne et qui va mettre en évidence les ressources cognitives, mais aussi les déficits cognitifs, afin de faire le bon choix au niveau des outils proposés. Le bilan ergothérapique va compléter le bilan fonctionnel. Il apporte des éléments que l'ergothérapeute va observer lors des différentes mises en situation. Et il s'avère utile surtout pour les personnes qui vont avoir des difficultés à se mobiliser sur des tâches très abstraites et qui vont avoir plus de facilité sur des tâches plus concrètes. Et finalement, le bilan social, donc, qui rapporte toutes les informations sociales et administratives de la personne, et la consultation médicale, qui est une consultation médicale classique, mais qui recueille aussi les attentes et les objectifs de la personne. Cette évaluation pluridisciplinaire donne suite à une synthèse pluridisciplinaire. C'est une réunion de travail pendant laquelle on va resynthétiser les résultats du bilan, les objectifs élaborés à partir des demandes du patient. On va élaborer le plan de soins individualisé et proposer une organisation d'un planning de soins en CATTP, en hôpital de jour, ou les deux. Suite à cette synthèse pluridisciplinaire, l'infirmier référent du patient va organiser une réunion de restitution et d'échange avec le patient et ses accompagnements.
Lors de cette réunion, donc, il va déjà faire la restitution du bilan. Et c'est une réunion qui permet aussi de confronter les difficultés et les ressources ressenties par la personne avec celles objectivées lors du bilan. Ça permet à la personne de faire une hiérarchisation de ses difficultés, à avoir une vision un peu plus objective et plus réaliste sur ses ressources et à valider le plan de soins individualisé proposé. En ce qui concerne l'offre globale de soins, donc elle a été construite ayant à la base des outils qui ont déjà fait leurs preuves, qui sont validés, et que nous choisissons en fonction des cibles prévalentes identifiées. Ainsi, pour les troubles cognitifs, nous avons déjà mis en place des outils de remédiation cognitive, que ce soit pour la neurocognition comme les programmes RECOS ou CRT, ou pour la cognition sociale comme les programmes TomRemède ou Gaia. Pour les symptômes résiduels, afin d'obtenir une meilleure gestion, nous proposons des programmes de thérapie cognitive comportementale, d'entraînement à la métacognition et le programme des émotions positives en schizophrénie. En ce qui concerne les difficultés de gestion du stress et de l'anxiété, nous proposons des ateliers de relaxation, des pleines consciences, des abords corporels afin que la personne puisse acquérir des stratégies qu'elle pourrait ensuite mettre en place pour diminuer le stress et son impact sur le quotidien. Les programmes d'éducation thérapeutique du patient et les groupes Insight visent une meilleure compréhension de la pathologie, l'acquisition aussi des informations concernant les traitements, afin que la personne devienne acteur participatif de ses soins pour diminuer la symptomatologie et prévenir les rechutes. En ce qui concerne les difficultés d'insertion professionnelle ou scolaire, nous avons mis en place des ateliers de soutien à l'emploi, de soutien à la scolarité et un atelier de photolangage qu'on souhaite structurer sur la base d'un ETP afin d'obtenir l'émergence d'un projet professionnel. On essaie aussi de ne pas oublier les problématiques associées qui, on sait, arrivent souvent en psychiatrie. Et dans ce sens-là, nous avons déjà mis en place un groupe de parole addictologie. En ce qui concerne les difficultés à vivre de manière autonome, nous proposons des programmes de renforcement de l'autonomie, comme le programme Prax, et nous essayons aussi de structurer une offre de soins afin de participer à l'autonomisation des transports. Dans ce sens-là, on a déjà fait des accompagnements spécifiques avec l'ergothérapeute et on a mis en place un atelier de soutien à la conduite automobile. En ce qui concerne les difficultés de gestion des interactions sociales, nous avons mis en place des groupes d'entraînement des habiletés sociales, estime de soi ou IPT. Et nous essayons de ne pas oublier les aidants. Et pour eux, nous proposons les entretiens systémiques familiaux, des entretiens de soutien et aussi un lien avec l'équipe pro-famille. En ce qui concerne le programme Golf-Remède que nous avons mis en place, c'est un programme qui lutte contre l'inactivité physique et chronique, mais pas que, c'est aussi un moyen écologique de lutter contre la stigmatisation, d'améliorer le fonctionnement social. Et c'est un programme que nous souhaitons structurer dans une dimension remédiation cognitive sur le modèle Remède Rugby qui a déjà été mis en place à Lyon. Et finalement, comme on a déjà présenté, donc on a l'opportunité d'avoir déjà une permanence des médiateurs de santé, des pères aidants. Et Jean-Luc a bien expliqué leur fonctionnement et leur contribution. Et nous allons avoir donc 2 médiateurs santé pairs qui vont joindre l'équipe dans pas si longtemps que ça. En ce qui concerne les modalités de soins, on a partagé en modalité de soins des cas classiques et des cas complexes.
Et par cas classique, ce qu'on veut dire, c'est déjà les personnes en situation de handicap psychique pur, qui survient suite à une pathologie prévalente dans la réhabilitation psychosociale, mais aussi les patients pour lesquels les centres de proximité ont une offre de soins suffisante. Nous proposons une offre de soins à un hôpital de jour et un CATTP. Et nous avons choisi de proposer les deux pour répondre aux besoins des deux groupes homogènes de patients que nous prenons en charge actuellement. Un groupe qui a un degré de handicap plus important et qui a besoin d'un soutien plus étayant, et un groupe qui est plus autonome et qui peut bénéficier des soins d'un créneau de 1 heure à 2 heures par semaine. Il s'agit d'un groupe de patients qui est plus près de la réinsertion professionnelle ou scolaire. Donc, en ce qui concerne les modalités de soins des cas complexes, donc en principal, les patients pour lesquels l'offre de soins territoriale n'est pas forcément suffisante, nous avons choisi de travailler en partenariat avec les centres de proximité. Nous nous mettons donc en appui au centre des proximités à leur demande, parce que la demande ne va pas être la même en fonction de chaque territoire. Et nous proposons des intervisions sur site ou par visioconférence, et aussi une possibilité d'évaluation et des soins du patient au niveau du C2RL pour compléter l'offre de soins de chaque territoire. Et bien finalement, ça se répète un peu. Donc je ne vais pas faire la partie théorique, je vais essayer de refaire un petit peu le parcours de soins. À partir du premier contact, on essaye de faire l'admission donc le plus simple possible. Comme disait professeur Franck, il n'y a pas besoin de prescription médicale, toute personne peut être adressée ou peut venir d'elle-même au centre référent, il suffit de passer un coup de fil. Il y a un premier entretien qui est un entretien médical qui peut valider ou pas une prise en charge. Et ensuite, on enclenche l'évaluation clinique qui permet la co-construction du plan de soins individualisé avec les objectifs très concrets et personnels pour chaque personne. Ensuite, il y a en vert, je ne sais pas si ça se voit très bien derrière, en vert, donc il y a tous les soins de réhabilitation qu'on a déjà mis en place et qu'on choisit en fonction des besoins et des attentes de la personne, afin de travailler sur les 3 axes de prise en charge, les 3 axes transversaux, la réhabilitation scolaire, la réhabilitation sociale et la réhabilitation professionnelle. Et nous essayons de sortir un petit peu, donc ce qui est en dehors du pointillé, c'est les accompagnements qu'on propose en dehors du centre référent, que ce soit par accompagnement lors des mises en situation de travail avec nos partenaires, ou des accompagnements lors des mises en situation scolaire, du job coaching, tout ce qu'on peut essayer d'offrir en dehors des murs, si vous voulez. Et pour ne pas oublier donc les 3 autres missions, la formation, la recherche et le réseau, sans lesquelles la mission soins, ça serait moins intéressante. Surtout en ce qui concerne le réseau que nous essayons de construire et avec lequel nous avons déjà des liens, en sachant qu'on essaye d'accompagner la personne en dehors de murs, mais aussi d'offrir un appui technique pour les partenaires. Voilà, c'est à peu près tout. Je te donne la parole. Merci, Johanna. Maintenant, je vais passer la parole au docteur Émilie Legros-Lafarge, qui va vous présenter la mission réseau et qui, dans un deuxième temps, présentera la mission recherche. Donc voilà, Émilie, c'est à toi de prendre la parole. Merci. Donc vous avez compris un petit peu l'importance que peut avoir la mission de soins au C2RL, l'immission de soins, comme tu disais.
Mais cette mission de soins n'a pas vocation à fonctionner seule, de manière autonome et en vase clos, puisque l'important pour nous maintenant va être de continuer de poursuivre le développement de cette mission réseau en parallèle pour que chaque partenaire qui gravite autour des usagers puisse avoir ces liens qui font que le soin va s'intégrer de façon adaptée dans le parcours de l'usager. Et que du coup, les effets positifs qu'on peut en attendre vont pouvoir perdurer, y compris à l'issue de cette phase technique de soins, et permettre qu'on fasse un relais sur l'accompagnement. Donc nous avons choisi cette définition de la mission réseau, qui est donc de faciliter les liens entre les partenaires, permettre la fluidification du parcours de vie. Mais cette définition, elle a deux versants. Donc elle a un versant un petit peu territorial, local autour de nous, où on va développer ce partage avec les partenaires qui fonctionnent avec le centre, mais elle a aussi un versant plus régional sur le nord de la grande région, de la Nouvelle-Aquitaine, où là, les besoins ne sont pas les mêmes partout. On s'est rendu compte, en réalisant les déplacements, qu'il y a déjà des équipes qui ont un super réseau, qui est très développé depuis des années, qui fonctionnent très bien ensemble, donc on n'aura pas grand-chose à leur apporter. Et puis c'est pas partout pareil, donc on pourra constituer un appui là où il y a besoin d'établir des contacts et de développer ce réseau. Donc en ce qui concerne la coordination de parcours, il faudra la favoriser de façon transversale en fait, puisque tout le monde est préoccupé par cette mission. Donc les champs sanitaires, médico-social et social. Et le but, donc l'objectif principal, va être de mettre en place ce qu'on pourrait appeler des comités techniques qui pourraient regrouper des représentants de chaque structure et qui permettraient d'organiser des réunions de gestion où chacun pourrait présenter des situations particulières qui sont complexes à gérer, qui nécessiteraient l'intervention de quelqu'un d'autre, un autre contact, un outil qu'on n'a pas forcément sur place. Et le fait de partager cette situation, en fait, va pouvoir permettre que chacun amène ses compétences et que tout le monde ensemble, au fur et à mesure du temps, gagne en compétences pour pouvoir gérer plus facilement, au fur et à mesure, ces situations. Donc c'est le principe du zéro sans solution. Il s'agira aussi de maintenir ce lien et ces échanges après le retour dans l'emploi ou la scolarité, en fonction du choix de l'usager. Donc c'est ce qu'on disait, après la phase technique des soins, on continuera à pouvoir fournir un appui technique dans le cadre du suivi d'intégration, donc une immersion rapide. C'est ce que Frédéric Daniel fait déjà, donc un rôle de job coach sur l'insertion en ESAT. Ce sera aussi le rôle des case managers, donc les coordonnateurs de parcours qui pourront suivre, garder un lien, même à l'issue du soin, pour continuer de pouvoir avoir ces échanges qui sont importants. Et tout ça donc va permettre qu'on puisse lutter ensemble contre la stigmatisation, quel que soit en fait le champ d'insertion des usagers en fonction de leurs demandes et puis où ils vont se trouver. Sur le plan plus régional, donc il s'agira de développer une synergie en matière de réseau pour qu'on puisse avoir un fonctionnement qui soit globalement homogène. On pourra constituer un appui pour mettre en place des journées réseau éventuellement, organiser des animations conjointes et puis aider s'il y a besoin au montage de ces comités techniques en mettant en commun les pratiques et puis en ayant chacun la possibilité de partager, savoir où on en est dans chaque département. Ce sera aussi l'occasion de définir des axes prioritaires de formation. Donc ça, c'est Florian qui vous en parlera dans la mission formation. Savoir quelle est la demande, qui ne sera pas la même partout, et puis définir ce qu'on doit aborder en premier pour que chacun puisse se faire augmenter ses pratiques. Donc la suite de cette mission réseau sur le plan régional, donc c'est l'organisation d'un colloque annuel. Donc je pense qu'on peut avoir, au vu du nombre d'inscriptions aujourd'hui, je crois que tout le monde a l'air d'être concerné et que tout le monde est partant pour cette mission réseau, pour partager les pratiques. Ce colloque, donc, il continuera tous les ans pour faire vivre le réseau. Il y aura la possibilité de le délocaliser éventuellement pour que chacun aussi participe à sa façon. Et c'est l'occasion de relayer les informations du centre ressources de Lyon, donc éventuellement en diffusant leur newsletter. Nous, en diffusant aussi des informations un petit peu plus locales,
via le site internet qui est en cours de création. Alors, à propos de la méthodologie donc, qui a été utilisée pour développer ce réseau, qui existait déjà, mais qui a besoin de grandir. Donc là, c'est Isabelle Dupont, Sophie Deloum, qui avaient déjà des contacts, qui ont pu croiser différents listings, alors en utilisant particulièrement le Finesse, mais avec la problématique des mises à jour qui n'était pas forcément évidente. Et grâce à tout ça, réaliser une cartographie pour essayer d'avoir les contacts les plus exhaustifs possibles avec les partenaires concernés. Et dans un deuxième temps, donc on a pu commencer à organiser les rencontres. Certaines ont déjà débuté, avec la MDPH, le PRIT, les collectifs ESAT. Il y en a d'autres qui vont arriver là dans les jours qui viennent avec les entreprises adaptées, les SAMSA, etc. Donc ces rencontres, que ce soit dans le champ professionnel ou scolaire, on peut les organiser soit au C2RL, sur place, comme ça permet un petit peu de visiter, de se rencontrer, de voir l'équipe. Soit nous aussi, on s'est déplacé sur site, si c'est plus facile, en fonction du nombre de personnes également. Voilà, en fonction de la demande. Donc ça sera quelque chose qu'il va falloir continuer à construire pour organiser ces rencontres dans les mois qui viennent. Voilà, donc je vous remercie. Et c'est la mission formation. Merci Émilie. La mission formation suit logiquement le réseau parce que elles fonctionnent ensemble et c'est par une connaissance précise du réseau que l'on pourra adapter les formations strictement à la demande de nos partenaires. Donc ça vous est présenté maintenant par Florian Caddy. Alors pour cette mission formation, comme finalement pour l'ensemble des missions qu'on vous présente aujourd'hui, l'idée est de se positionner dans une offre de recours et de ne surtout pas rentrer en redondance avec l'offre existante. Donc, premier travail, réaliser la cartographie des offres de formation existantes au niveau local, régional, national, autour des concepts et des outils de la réhabilitation psychosociale, pour permettre, lorsque vous allez nous solliciter, eh bien, de vous fournir la réponse adaptée en mettant du coup en correspondance vos besoins et l'offre déjà existante. Et du coup, nous, à notre niveau, on va développer une offre complémentaire sous forme de modules ajustables et souples à la demande. Donc sont concernés tous les professionnels intervenant autour du handicap psychique, quel que soit le secteur, sanitaire, médico-social ou social. Et on a aussi des axes d'information et de formation à destination des accompagnants. Donc l'idée au travers de cette mission de formation est double et du coup on a structuré une offre à 2 niveaux pour répondre à ce double objectif. Donc premier objectif, c'est d'essayer d'accompagner l'émergence de la réhabilitation psychosociale en associant un maximum d'acteurs et du coup ça correspond à l'offre que nous appelons offre de sensibilisation. Deuxième objectif, c'est de renforcer et de développer des pratiques de soins et d'accompagnement qui correspondent du coup plutôt à cette offre que nous appelons offre de formation. Donc concernant la sensibilisation, nous allons les structurer sur une demi-journée. Nous allons les organiser à partir de janvier 2018. Elles seront programmées et assurées par les professionnels du C2RL en trinôme, composés de médecins psychiatres, neuropsychologues et IDE et ergothérapeutes pour discuter de l'apport des regards croisés autour de l'évaluation fonctionnelle. Les centres de proximité pourront aussi utiliser ces actions de sensibilisation comme outil d'animation de leur réseau local de correspondants. Parce que ces actions de sensibilisation, ça va être aussi et surtout l'occasion de s'enrichir autour de nos échanges sur nos pratiques de terrain et participe donc à l'acculturation dont nous parlait tout à l'heure le docteur Fontanier. En termes de contenu, ce module de sensibilisation donc, va reprendre les grands principes de la réhabilitation autour des notions d'autodétermination, cette émancipation là de l'usager et du rétablissement, présentera les spécificités du handicap psychique, son évaluation, quels sont ses modèles, quels sont ses outils, et on discutera aussi de l'approche parcours de la personne. Donc, maintenant, autour de l'offre de formation, donc également organisée à partir de janvier 2018,
pour des sessions de 20 participants environ. Donc ici, l'action de sensibilisation, elle, c'était une introduction aux grandes étapes de la démarche de réhabilitation. Les modules, eux, vont aller de manière plus détaillée dans chacune de ces étapes. Donc vous allez pouvoir repérer finalement les besoins en fonction de vos attentes par rapport à votre structuration actuelle, etc. Et du coup déterminer les modules qui vous sont à ce moment nécessaires. Donc très simplement, on a pour l'instant une offre sur 3 modules. Un premier module autour de la démarche en général, son historique, la définition de ses concepts, quelle est l'actualité des outils de la réhabilitation, dont on a déjà pas mal parlé ce matin, outils autour de la remédiation cognitive, l'éducation thérapeutique, etc., tout ce qui a été cité. Et puis on axera plus spécifiquement sur les grands principes de la remédiation cognitive. Autre module autour de l'évaluation. Donc ici, ce sera simplement d'essayer de voir un petit peu à travers l'approche et les différents modèles. Au début, un modèle médical très axé sur l'évaluation des déficits, qui limitait la participation sociale de la personne, et puis son évolution vers un modèle plus social et plus expérientiel de l'individu. Et du coup, quelle est la place du bilan neuropsychologique, du bilan ergothérapeutique dans l'éclairage à la fois effectivement des déficits qui restreignent la participation, mais aussi dans les ressources psychologiques et cognitives qu'elles peuvent mobiliser, et aussi en termes de limitation d'activité. Donc voilà, cet axe évaluation. Et puis enfin, un module sur l'approche centrée sur le parcours de la personne, où là, donc, nous allons essayer de discuter de la manière dont le fait d'adosser le projet de soins au projet de vie, et aussi de décloisonner les secteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux va avoir un impact sur le rétablissement. Le professeur Franck en a largement parlé, sur l'adhésion aux soins, en s'appuyant concrètement sur le projet de vie de la personne, sur la généralisation des bénéfices, puisque les bénéfices ne s'arrêtent plus simplement dans l'unité de soins, puisque je travaille les choses hors sol, mais vont s'accrocher dans les problématiques de la personne dans son quotidien, et d'en maximiser les effets et l'efficacité par le levier de la motivation, puisqu'on s'appuie directement sur le projet de vie. Donc, on discutera aussi de 2 grands outils autour de ça, que sont la coordination de parcours, le case management, et les principes du soutien dans l'emploi, le job coaching. Donc ici, je vous présente le calendrier pour cette offre, autour de la sensibilisation et de la formation. Donc c'est le calendrier s'agissant du premier semestre. Donc nous avons pris auprès de l'ARS l'engagement de réaliser pour 1 an 18 demi-journées de sensibilisation et 2 journées de formation par an et par département. Les premières années, nous avons pris le pari de doubler cette offre parce que nous pensons que la demande et les besoins seront sans doute nombreux les premiers temps et nous voulons pouvoir répondre largement à vos demandes. Donc pour s'y inscrire, il suffit de retirer les dossiers de demande de formation qui sont disponibles directement auprès du secrétariat et bientôt sur notre site internet qui est en cours de construction. Nous avons aussi plus localement d'autres actions de formation, des actions de formation et d'information pour les accompagnants en lien avec notre pôle des usagers. Nous allons aussi, parce que Émilie vous a parlé dans le cadre du réseau de cet appui technique continu et permanent que nous avons avec les partenaires, aussi l'occasion quelque part d'une formation continue et d'un appui continu dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique. Et puis enfin, nous allons développer les cours théoriques et séminaires spécifiques traitant de la réhabilitation psychosociale aux internes de DES en psychiatrie, qu'on enrichira au fur et à mesure aussi des retours de la recherche. Merci. Merci Florian. Non, nous allons donc terminer cette présentation par la mission recherche avec de nouveau Émilie. Merci. Alors la dernière mission, la 4e, la mission recherche. Pourquoi cette mission en plus des 3 autres précédemment développées? Je pense que vous avez déjà bien compris l'utilité grâce au diapo du professeur Franck et qui a montré les applications concrètes de ce que pouvait donner cette mission. Après, historiquement, la recherche dans le champ médical, ça fait un peu plus d'une 50aine d'années que les différents acteurs essaient de l'intégrer à leur pratique clinique pour pouvoir réaliser ce qui s'appelle la démarche scientifique, la médecine fondée sur les preuves, avoir un apport concret de données qui valident nos pratiques,
Peut-être qu'initialement, les champs de recherche étaient plutôt centrés sur la clinique de la recherche fondamentale ou autour de grandes pathologies. Heureusement, ça a évolué les dernières années avec des champs de recherche qui se sont élargis, qui sont beaucoup plus intéressés par le pronostic fonctionnel, par ce que peuvent rapporter les patients, qui peuvent être des données subjectives. Donc d'où l'intérêt d'arriver aussi à bien préciser les recueils de données qu'on fait pour être systématique et pouvoir pratiquer des analyses valides. Alors, la mission de recherche, elle paraît particulièrement adaptée en réhabilitation psychosociale, puisqu'il s'agit d'un domaine qui est en évolution constante, avec de nouveaux outils, des nouvelles méthodes qui nécessitent aussi d'être validées au fur et à mesure pour qu'on puisse un petit peu arriver à évaluer ce qui est bénéfique, ce qui doit être modulé pour l'être un peu plus. Et du coup, la recherche contribue à valider ces pratiques en réhab. C'est aussi un support dans le développement de nouvelles méthodes pour apporter la preuve de leur efficacité. Alors, quelles sont les questions de recherche qu'on peut se poser en réhabilitation psychosociale vis-à-vis de la mission de soins qu'on met en place? Peut-être mettre en évidence les facteurs qui influencent la qualité de la remédiation cognitive, essayer de les colliger pour être assez exhaustif, trouver aussi les facteurs d'amélioration qui nous sont accessibles pour obtenir un fonctionnement social des usagers qui leur convienne et qui soit optimal. Donc ces facteurs, ils peuvent être de plusieurs natures. Donc on a vu qu'il existait des facteurs cliniques, probablement c'est les premiers qui ont été étudiés, mais ça suffit pas. Il faut aussi prendre en compte ces facteurs plus subjectifs qu'on peut nous rapporter, les facteurs aussi sociaux, environnementaux, peut-être même liés simplement à la place des soins dans l'organisation du parcours. Peut-être que plus les soins sont proposés tôt, meilleurs sont les résultats. Ça a aussi son importance. Donc il faut le prendre en compte. La bascule de l'intérêt qui était initialement centrée sur la clinique, donc on le voit, se fait maintenant vers le pronostic fonctionnel, ce qui a permis d'obtenir aussi des résultats validés scientifiquement pour montrer la validité de la démarche et permettre de faire éventuellement des recommandations pratiques pour que chacun puisse adopter les techniques les plus opérationnelles. Donc on peut avoir des objectifs qui sont épidémiologiques, c'est-à-dire d'observation, relever une quantité de données pour essayer de faire ressortir les choses qu'on n'a pas forcément observées au cas par cas, et aussi des objectifs analytiques, c'est-à-dire faire les liens entre causes et conséquences, à quoi on peut attribuer telle amélioration ou comment on peut s'améliorer pour que les choses fonctionnent mieux. Le fait d'avoir de grandes cohortes, du coup, ça veut dire beaucoup de patients à inclure, donc un recueil de données qui, dans l'idéal, est multicentrique, et donc un travail en association, puisque c'est très compliqué de faire sa propre recherche dans son coin, et on obtient des études qui sont beaucoup plus puissantes quand on augmente le nombre de personnes incluses, d'où la nécessité d'avoir cette dynamique commune de recherche autour de nos pratiques. Donc concrètement, comment ça se passe pour commencer ? On en a parlé tout à l'heure, donc c'est l'intégration de tous les patients à cette cohorte de réhabilitation psychosociale qui a été créée par Lyon et qui est alimentée depuis 2016. Pour nous, donc à la fois les patients du C2RL et ceux aussi de l'unité créative, donc au centre hospitalier Laborie de Poitiers, avec qui on a signé une convention en septembre cette année. En pratique, l'objectif étant d'intégrer tout le monde. Comment ça se passe ? Lors de la première consultation médicale, où on relève les premières données, lors de l'intégration au C2RL, eh bien on pose la question au patient, est-ce qu'il est d'accord pour que tout ce qu'on va lui demander soit intégré à cette base de données Open Clinica ? Et s'il est d'accord, on crée un numéro d'anonymat, donc toutes les données sont relevées de façon anonyme dans la base, et puis on va y rentrer tout ce qui a été colligé au cours de l'évaluation initiale, tous les soins qu'on a pu proposer, et puis tout ce qui va être issu des évaluations suivantes. C'est comme ça qu'on pourra voir l'évolution des choses, ce qu'on a pu faire bouger, et puis avoir des résultats intéressants sur ce qu'on a pu observer. Donc ça, ce sera notre arc, Marie-Laure Delacour, qui va veiller à ce que tout ça soit bien réalisé chez nous.
Ainsi, ça va nous permettre de participer aux travaux de recherche qui sont développés par le Centre Ressources, mais avec le temps aussi de développer nos propres travaux de recherche en lien avec eux. Toutes les idées sont les bienvenues. Et aussi, un peu plus localement, du coup, devenir site d'inclusion dans le cadre de travaux de recherche qui sont en cours. Donc c'est par exemple le cas avec Bordeaux, avec Niort, qui ont des projets très intéressants, qui nous ont sollicité pour ça. Et puis de la même façon, collaborer éventuellement dans le cadre de projets de recherche communs, qui, voilà, libre à nous de monter des choses qui vont permettre d'avancer un petit peu dans ce domaine-là. Voilà, je vous remercie. Bien, merci à tous. Je vais quand même jouer un petit peu au modérateur. Je sais que vous avez faim, il est déjà presque l'heure d'aller manger, mais je vais vous passer le micro pour les questions que vous pouvez avoir pour chacun des collaborateurs du C2RL qui sont intervenus là ce matin. Le professeur Franck. Merci. Non, c'est pas une question, c'est juste une remarque. En fait, il y a l'animation de réseau régional, évidemment, mais il peut y avoir aussi une animation nationale. Il ne faut pas hésiter, si vous lancez une recherche ici, à faire un appel à participation, à collaboration, qui passe par la cellule communication en interne pour les centres référents, parce qu'il va y en avoir plus. Donc, comme ça, tout le monde s'entraide, enfin ceux qui le veulent. N'hésitez pas à avoir recours à ça. Merci. Des questions ? La question sera pour Monsieur Fontanier. Comment amenez-vous un patient à accepter déjà de faire l'évaluation ? Alors, grande question. Ouais. Grande question. Alors, je ne sais pas si je vais être capable de d'y répondre. Comment faire accepter à un patient l'évaluation ? Autrement dit, mais je vous retorque par une autre question, mais quel est le risque finalement ? Quel est le risque de l'évaluation ? Tout à l'heure, Nicolas Franck a présenté une évaluation et des soins de remédiation cognitive sur un mode sans échec. Je crois que c'est cette idée qui est importante à faire passer. Si on arrive à faire passer l'idée, c'est ce en quoi votre question est intéressante, si on arrive à faire passer l'idée qu'il n'y a aucun problème, il n'y a aucun risque, il y a au contraire que du bénéfice, qui aura peur d'aller évaluer son fonctionnement ? Puisque c'est la question centrale. La question centrale, ce qu'on disait tout à l'heure, la schizophrénie, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Ce qui compte, c'est moi, qu'est-ce que j'ai comme problème dans la vie ? Est-ce que les personnes et leurs familles ont plus peur de l'étiquette de la schizophrénie ou est-ce qu'ils ont plus peur de l'avenir et du fonctionnement ? Je crois que la vraie question, c'est celle du fonctionnement et des conséquences de la maladie. Donc, je pense que nous devons faire passer l'idée qu'il n'y a aucun risque à rentrer dans ce type d'évaluation précise. Et justement, c'est à la fois probablement la grande peur et la grande attente des patients et de leurs familles. C'est justement cette évaluation précise. Mais aussi, vous avez vu quelles étaient les difficultés, les conséquences d'une évaluation imprécise, d'une protection et de soins, comme ça a été dit déjà tout à l'heure, sans durée définie, et des soins plutôt protecteurs, mais qui provoquaient des conséquences qui pouvaient être négatives pour l'individu, de type dépendance à l'institution, et pas ou peu de vie sociale. Donc, moi, ma réponse, c'est l'évaluation, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est là que ça commence. Parce que dans l'évaluation, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un examen avec une sanction. C'est quand même l'évaluation, le début de la rencontre, avec un professionnel qui va discuter, créer les conditions d'une évaluation dans de bonnes conditions pour que l'individu puisse donner le meilleur de lui-même et qu'elle soit la plus objective possible. Donc, moi, voilà, je pense que c'est ça l'idée de la réhabilitation psychosociale. C'est déjà la rencontre et de faire savoir qu'il ne s'agit que d'une entraide. Merci David. Une autre question. Si je peux réagir juste un tout petit peu par rapport à ça. Non, je pense qu'il n'y a pas tellement de problème par rapport à l'évaluation. Les gens ne la craignent pas, ne la redoutent pas. Par contre, vous avez des personnes qui ne demandent rien parce qu'elles sont mal, elles sont perplexes. Ce n'est pas par rapport à l'évaluation, mais c'est par rapport à la réhabilitation psychosociale en général. Il y a un besoin, mais il n'y a pas de demande. Elles sont amenées par leur famille, envoyées par leur psychiatre. Et là, à mon avis, il y a quelque chose sur la disponibilité de la réhabilitation qui va impliquer les médiateurs de santé pairs ou les pairs aidants.
Parce qu'ils vont pouvoir leur dire, je suis passé par là, ça peut t'apporter quelque chose, etc., pour créer la demande. Mais c'est pas l'évaluation, pour moi, elle ne pose pas de problème. Enfin, je ne vois pas de gens qui aient peur de l'évaluation, c'est rare, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Oui, bonjour à tous. Anthony Robin, psychologue sur le pôle Bergerac, hôpital Vauclair en Dordogne. Je voulais réagir à la question précédente et puis à la réponse, enfin à la réaction aussi de M. Franck et à la présence aussi des médiateurs de santé pair. Je pense que c'est important aujourd'hui, notamment là, tous ensemble, quand on parle de réhabilitation psychosociale, peut-être d'arriver avec le temps à moins parler de patients et à parler peut-être plus de personnes en rétablissement, d'usagers. Alors le mot usager, je sais, il n'est pas terrible, alors peut-être personne en rétablissement, mais en tout cas, ça sera toujours beaucoup mieux que patient. Et je pense que si on veut aujourd'hui donner envie aux personnes de s'intéresser à leur santé, de penser à leur projet de vie, à se développer, à retrouver une place parmi les autres et à être des citoyens à part entière, il faut peut-être que nous, soignants, on peut peut-être s'appeler aujourd'hui plutôt intervenants en santé, on accepte aussi de s'adresser beaucoup plus à des personnes et beaucoup moins à des patients. Donc évidemment, les médiateurs de santé pair ont toute leur place pour nous aider à franchir ce pas enfin et à s'adresser aux personnes qu'on a en face de nous. Et quand on est dans des relations de personne à personne, effectivement, là, l'évaluation ne pose plus de problème. On est dans une rencontre, dans un accompagnement au quotidien. Et là, les personnes, évidemment, sont partantes. Oui, alors, je ne vous vois pas. Levez la main. Oui, je suis là. Pardon, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Mais moi, je vous avais vu, je voulais aller vous parler après. Ok, d'accord. J'ai besoin de vous. Donc, la paire aidance ou le médiateur santé pair, vous avez compris, c'est pas tout à fait la même chose. Le paire aidant est bénévole, le médiateur santé pair est donc rémunéré, et le travail sera sensiblement le même, bon, avec des directions peut-être un peu différentes. Pour ma part, je vais vous parler rapidement de la paire aidance dans cet nouvel objectif d'humanisation des techniques en psychiatrie, d'une façon de voir le patient différemment, comme une entité, une personne, une entité, une identité, une personne qui n'est pas un numéro ni un chiffre dans un hôpital et qu'on laisse croupir comme ça et parce il a l'air complètement incompris ou autre. Voilà. Donc effectivement, ce qui est génial de noter, c'est qu'il y a des gens comme moi, sans en mettre plein la vue, mais ce qui est intéressant de se voir, c'est qu'on peut s'en sortir. Pour ma part, je ne veux pas vous raconter tout ça, mais j'ai mis 10 ans à trouver un équilibre psychique avec un traitement, avec un suivi psychiatrique, bon, un passé assez lourd. Et donc c'est possible. Donc c'est le message que je fais passer aux gens que je vois sur le C2RL, puisqu'on organise des permanences tous les mercredis de 13h30 à 15h30, et on va faire aussi des rencontres collectives de 5-6 personnes maximum, où en fait on tablera sur des choses très précises, très ciblées, sur la schizophrénie, avec se mettre en place, se mettre en route, chercher un travail, avoir un équilibre social, humain, amoureux, enfin des choses de la vie de tout le monde. Voilà. Donc il y a des gens aussi qui me connaissent beaucoup en tant qu'ancien patient. Donc effectivement, je peux vous dire, j'étais pas comme ça. Je me dépêche parce qu'on va aller manger, mais j'étais pas du tout comme ça. J'étais dans une autre dynamique, et c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont fait confiance, et c'est pour ça que, au même titre de cet échange qu'on a bien voulu me donner, eh bien, je le retourne autour de moi, et c'est une belle aventure. Et je remercie tous les gens que je connais qui m'ont soutenu et qui me soutiennent encore. Voilà. Merci. Une ou deux dernières questions avant qu'on passe à table. Oui. Oui, bonjour. Alors ma question, c'est autour de la question de la pathologie, parce qu'effectivement, quand on parle de problématiques au niveau de nos patients chroniques, on parle de problématiques de fonctionnement global, et on ne parle plus du diagnostic. Or, le diagnostic est mis de côté. Or, depuis le début, là, j'entends
Surtout, on parle de patients qui souffrent de troubles psychiques du registre de la schizophrénie ou qui souffrent de troubles bipolaires et en lien qui présentent des troubles neurocognitifs. Mais parmi les patients que nous suivons, nous avons aussi des patients qui souffrent de dépression chronique, de troubles psychiques évolutifs, autres que ces deux pathologies-là. Donc ma question c'est, j'imagine que les outils utilisés sont aussi adaptés pour ce type de patients, ou comment, enfin, je ne sais pas si je... Voilà, ma question. Alors, qui répond? Encore? Non. C'est juste une petite remarque en général sur ce qui est affiché en haut des centres références. C'est pas marqué schizophrénie, trouble bipolaire, etc. Parce que déjà ça n'existe pas, donc c'est plus simple. C'est marqué trouble psychique sévère. Après, effectivement, les outils sont développés par des équipes qui travaillent sur plutôt certaines catégories de personnes avec des troubles plutôt de type schizophrénique ou plutôt bipolaire ou plutôt autistique. C'est comme ça que c'est développé, mais avec des adaptations, effectivement, on peut utiliser de manière très transversale. Mais il faut des adaptations pour la personne, en sachant qu'il y a des profils, effectivement, quand on est spectre autistique ou spectre schizophrénique, c'est pas forcément les mêmes besoins, même avec toutes les limites, les réserves que je viens de dire. Mais ces structures sont troubles psychiques sévères, donc personne n'est exclu, tout le monde peut venir, et on est censé adapter les outils. Et moi, ce que j'aime bien, c'est adapter les outils à l'évolution de la population. On a regardé la cohorte avec le statisticien du centre ressources avant-hier. Quand on a commencé à la faire il y a 2 ans, ou même avant, c'était les premières études qui précédaient, on avait 60% du spectre de la schizophrénie, un tout petit peu neurodéveloppemental. Maintenant, on a baissé à 40% du spectre de la schizophrénie, c'est ce que je disais hier au diplôme d'université, donc vous étiez là. Et puis l'autisme augmente, le trouble bipolaire augmente, mais pas assez à mon avis, parce qu'il y a des besoins qui ne sont pas couverts, etc., etc. Donc les besoins se diversifient, et je pense qu'il faut suivre. On est là pour traiter, pour aider la population, on n'est pas là pour remplir des cases et utiliser nos outils, puisqu'on a dit qu'on était centré patient. On est centré sur les besoins de la personne. Après, on a tout un travail pour que les outils s'adaptent et montrent leur efficacité. Donc ça, c'est notre défi à nous. Et on va y répondre tous ensemble parce que c'est pas facile. Après, il y a les tocs sévères, etc. Il y a plein de choses qu'on peut aborder. Mais bon, petit à petit, quand les gens arrivent. Moi, c'est mon élément de réponse à mon niveau. Mais Émilie, peut-être quelque chose... Oui, du coup, il n'y a pas du tout de... Alors, effectivement, on note quand il y a un diagnostic qui est posé, on le note, mais il n'y a aucun critère restrictif là-dessus, puisque on l'a présenté comme ça, c'est le handicap psychique qu'on propose de prendre en soin. Donc, je pense qu'il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Tout le monde peut venir. Oui, je m'appelle Patrick Fauché, je suis bénévole dans une association qui s'appelle La Santé de la Famille. On reçoit pas mal de coups de fil de gens qui se diagnostiquent malades alcooliques et ils nous disent aussi, mais je suis aussi schizophrène. Bon, d'accord. Alors avant c'était comme ça, notre première approche c'était, écoute, on va voir vis-à-vis de ta dépendance avec l'alcool et la schizophrénie, on verra ça après. Donc, le parcours, notre méthode évolue, bien sûr. Mais qu'est-ce que je fais? Moi, je lui donne plutôt le numéro de Sully Prud'homme ou alors le numéro du C2RL. Sachant que nous, en tant qu'association, on fait aussi, vous avez parlé tout à l'heure de méthode transverse, on est en relation avec la maison des usagers, le PDU, avec la paire aidance et tout ça. On se parle entre nous et on fait tomber les frontières. Du coup, je pense que déjà, on ne peut pas forcément parler de traiter une et prendre en charge l'autre après. Donc, la prise en charge va se faire en même temps. Après, vers où le diriger, je pense que ça dépend aussi de l'état de la personne, s'il relève d'un service d'hospitalisation ou s'il relève parce que, comme on a entendu toute la matinée, la réhabilitation, c'est plutôt pour des personnes qui sont déjà stabilisées, tant au niveau addiction qu'au niveau psychose ou autre.
Donc, s'il n'est pas stabilisé, ça serait bien de le diriger plutôt vers des soins, que ce soit en libéral, à l'hôpital, en CMP. Et s'il est stabilisé et il vient dire je suis addict à l'alcool, mais en même temps j'ai une schizophrénie, mais là je suis plutôt bien, là il peut bénéficier des soins en réhabilitation. Et comme disait Émilie, l'addiction ou autre comorbidité n'est pas une contre-indication non plus. Comme vous avez vu, on fait des groupes de parole même autour de cette problématique, qui est d'ailleurs assez souvent rencontrée. Voilà. Oui, bonjour, Emmanuel Martineau de l'ADAPI 79. Une petite question sur est-ce qu'on peut envisager d'une façon assez active de proposer cette démarche à des gens avec une déficience intellectuelle, au moins étiquetée comme telle, qui ont également des troubles psychiques, bien sûr, mais avec une déficience intellectuelle qui peut être de moyenne à sévère. Alors, merci pour votre question. Grande question, voilà, qui pose le problème de l'homogénéité des groupes et qui pose le problème de la réponse et des techniques de la réhabilitation psychosociale par rapport à des personnes qui ont des handicaps associés. Voilà, bien. Alors, je vais, moi, faire une partie de la réponse et j'aimerais bien que mes collègues fassent une autre partie de la réponse parce que, premièrement, les techniques classiques qui ont été présentées de la réhabilitation psychosociale répondent à la problématique des personnes en situation de handicap psychique pur ou à risque de handicap psychique. Autrement dit, ça veut dire qu'ils excluent les personnes en situation de handicap associé. Et donc, je pense, et c'est ce que nous essayons de développer, mais ce ne sera pas le propos du colloque, ça peut faire le propos d'une partie d'un autre colloque futur, c'est comment aborder les personnes en situation de handicap associé. Voilà. Donc, parce qu'ils sont nombreux, voilà, et qu'il est nécessaire de développer des techniques de soins, d'évaluation et d'accompagnement adaptées à cette population-là. Donc, par rapport à ce groupe-là, il existe d'autres modèles d'évaluation de soins d'accompagnement, comme par exemple le guide d'accompagnement environnemental de notre collègue Dominique Fiard, où, avec un accent, plus le handicap mental est important et plus ce modèle devient pertinent. Donc, ça pose la question extrêmement intéressante des groupes homogènes d'usagers. Aujourd'hui, nous sommes plus sur un groupe homogène d'usagers handicap psychique pur, mais ça veut dire qu'il faut développer des techniques de soins et adapter probablement, c'est mon hypothèse, le kit d'accompagnement environnemental à la sévérité du handicap associé. Voilà quelle est ma réponse aujourd'hui. Nicolas Franck. Une question difficile. Non, merci. Oui, donc question difficile. Enfin, non, la réponse est simple. Évidemment, il faudrait faire pareil. Simplement, les structures qu'on a créées pour l'instant ne répondent pas vraiment aux besoins. Les groupes ne sont pas homogènes. Les personnes ne s'y retrouvent pas. Donc, il faudrait adapter ça. Il y a une filière déficience en France. Je pense qu'il faut qu'elle s'empare de ces outils. Il n'y a pas de psychoéducation pour les déficients intellectuels. Il n'y a pas la remédiation cognitive suffisamment développée, donc c'est compliqué. Alors, à Lyon, on l'a pris sur un angle un petit peu différent, parce qu'en fait, on a une structure spécialisée sur les pathologies neurogénétiques. Donc, c'est tous des enfants ou des adultes, parce que ça fait enfants et adultes qui ont une déficience intellectuelle. Mais on ne les prend pas pour leur déficience intellectuelle. Enfin, c'est le docteur Caroline Demilly qui fait ça. Elle les prend par rapport à leur pathologie et elle adapte les soins. Mais c'est les mêmes techniques. Il y a un programme spécifique de remédiation cognitive qui s'appelle Cognitus et moi, qui est créé pour des enfants ou des jeunes adultes avec déficience intellectuelle. Les outils sont là. C'est juste qu'il faut créer l'offre de soins en se calquant sur ce modèle. J'ai vu les responsables de la filière déficience il y a quelques semaines. Ils ont été bien envieux quand ils ont vu notre carte de France. Et ils voudraient bien faire la même chose. Après, voilà, il faut développer les moyens, les finances, etc. Mais une manière de faire, ce serait de partir de ce réseau-là au niveau national pour calquer un réseau à peu près similaire pour la déficience. Puis il y a des points de croisement. Par exemple, le CL3R, là, le centre référent de Lyon, il est centre de compétences pour l'insertion professionnelle des enfants, enfin des adultes plutôt avec pathologie neurogénétique. Donc c'est une porte d'entrée, mais on réserve 30 places par an sur une file active de 800 à 1000 personnes. Voilà. Mais c'est uniquement pour cette porte d'entrée, puisqu'on a des ateliers thérapeutiques qui peuvent se prêter à ça. Pour le reste, on ne peut pas répondre à tout.
Et nos outils, c'est pour des personnes adultes avec troubles psychiques sévères, type schizophrénie, autisme bipolaire, etc., autisme type Asperger. Ça, c'est ce qu'on a. Après, dire qu'on va tout faire, c'est pas possible. Il faut qu'on fasse avec ce qu'on a et ce qu'on peut faire. C'est le croisement du besoin de la population et puis de l'offre de soins. Bon, je suis le gardien de l'heure. Non, je suis désolé, Jean-Luc. Il est l'heure de remercier nos intervenants de ce matin, de vous souhaiter un très bon appétit et nous reprenons les travaux à 13h30 précises. Merci.